d'Afrique des Nations de football et 3 Jeux olympiques. Sa carrière commence en 83 à la station RTS de Tambacounda, son terroir. Et puisque les bons journalistes ont toujours de la chance, très vite le jeune reporter entre au CESTI à l'université de Dakar à l'aide de l'unique session spéciale du Conseil supérieur du sport en Afrique jusqu'à nos jours. Aux côtés d'un autre Abdoulaye Diaw de son nom, Dabo incarne la voix journalistique du Sénégal des sports à l'intérieur du pays, en Afrique comme dans le monde. Il aura pas mal bourlingué dans les stades, ce qui fait de lui un témoin privilégié du foot sénégalais et africain. Au sein de la radio-télévision sénégalaise, il a occupé plusieurs postes de responsabilité comme chef du desk ou rédacteur en chef du département des sports. À 57 ans, Abdoulaye Dabo est aujourd'hui conseiller à la direction de la télévision nationale, plus sollicité en fait dans la sous-région, régulièrement en Guinée et au Mali surtout. Pour les nostalgiques de sa voix grave et sa perspicacité dans l'analyse, toute la vérité. Et Pape Chersila vous propose Abdoulaye Dabo. Bonsoir, merci de suivre NTV et surtout l'émission Toute la vérité qui a l'honneur de recevoir Abdoulaye Dabo. Bonjour. Bonjour, Pape Cheikh. Abdoulaye Dabo, un colosse, une voix autorisée de la presse sportive au Sénégal, disons. Oui. 9 CAN, 9 Coupes d'Afrique des Nations de football. Seulement. 9 CAN seulement, pour les Olympiques et une Coupe du Monde. C'est pas beaucoup, bon, voilà, c'est assez modeste, mais bon, on en profite toujours pour mieux apprendre et voilà, et puis vivre de grands moments de sport. Peut-être la petite faiblesse, c'est les publications, le manque de publications. Oui, c'est vrai que vous avez là tu as parfaitement raison, je tutoyais en tant que frère quand même. Tu as parfaitement raison, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on emmagasine comme vécu, comme expérience, on a besoin de léguer ça sous forme de publication parfois, parce que rien que les sorties, rien que la connaissance de certaines personnes, ça devait nous inspirer peut-être à faire de la publication. Bon, puisque c'est le moment. Puisque tu en parles, j'y pense. Ouais. J'ai longtemps taquiné mon doyen et ancien chef de service Abdoulaye Diaw là-dessus. Mémoire phénoménale, mais bon. C'est vrai que c'est sénégalais, nous sommes plutôt oral, mais quand même il faut écrire. Hein? Ouais, il faut écrire. Non, je suis d'accord avec toi. J'y pense et voilà, je prends acte et peut-être que ça va se faire un jour. D'accord, nous allons naturellement parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La phase finale est prévue à partir du 17 janvier du côté de la Guinée équatoriale. Le Sénégal fait partie des 16 équipes qualifiées, ce qui est déjà bien. Oui, mais le Sénégal, depuis 57, disons, toujours, on en est à se satisfaire d'une simple qualification. C'est un échec, non? Un échec, bon, peut-être pas, disons que c'est pas la victoire finale comme on l'attendait, c'est pas la consécration, mais c'est quand même des pas importants qui ont été faits. C'est vrai que quand on regarde un peu le parcours du Sénégal, dans son histoire de la CAN, il y a une seule finale. C'était en 2002 à Bamako. Donc depuis lors, jusqu'ici, on n'est même pas revenu encore à ce stade de la compétition. Ça veut dire que quelque part, on a fait un bond et à un moment donné, on est revenu à nos arrières. Et puis, il y a même des années où on n'a pas été en CAN après cette Coupe du Monde, après cette CAN 2002. Donc, c'est vrai qu'il nous faut cette Coupe d'Afrique. Comment l'avoir, comment s'organiser, je pense que c'est là où la réflexion doit se faire pour qu'enfin qu'on ait une génération vraiment qui puisse nous valoir cette grande satisfaction. On en a besoin. Nous allons parler véritablement de ce rôle de la presse sportive surtout, parce que cette presse sportive aujourd'hui, il y a beaucoup de reproches par rapport à son travail. L'équipe nationale du Sénégal méconnue souvent parce que certains journalistes vus comme de connivence avec certains joueurs ou le coach, donc on traite l'information selon ses sensibilités, selon ses humeurs, selon ses intérêts perso. Ça également, ça fait partie des faiblesses de ce sport sénégalais, non?
Oui, c'est vrai qu'en sport ne se développe pas sans la presse. En sport, c'est toujours avec la presse. On a souvent parlé de mariage d'amour et de raison entre la presse et le sport. Ça, c'est clair que le développement du sport passera toujours par la presse et la presse également, bon, vice-versa. C'est vrai que ce que vous dites est vrai parce que, en principe, le traitement se fait pas selon la ligne éditoriale d'un journal, selon la périodicité d'un journal, selon qu'il soit magazine, quotidien ou hebdo ou mensuel, mais pas en fonction des humeurs, pas en fonction des résultats. Il ne faut pas qu'on ait cette forme de relation incestueuse, finalement, avec le sport ou avec nos équipes nationales, que ce soit le football ou pas. Je crois que le rôle de la presse, c'est d'être objectif, c'est de relayer l'information, c'est de faire un travail de veille et c'est de montrer tout ce qu'on peut montrer de l'intérieur. Ça, simplement constructif. Constructif, objectif et objectif. Si aujourd'hui il y avait une capitalisation de toutes les expéditions du Sénégal Football, une capitalisation médiatique, des reportages pour revenir sur les forces, les faiblesses de cette équipe nationale. Donc je crois que par rapport à l'aperçu global, il y aurait avancement, non? Non, il y aurait avancement. Il y aurait avancement forcément sur le plan de l'organisation, sur le plan de la gestion tactique et sur le plan même du climat social de l'équipe nationale. Je pense que s'il y avait une évaluation assez correcte, voir combien de joueurs Giras a utilisé jusque-là, voir quels sont les systèmes de jeu qu'il a pu mettre en place depuis lors, voir un peu comment l'équipe se comporte aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, que c'est des évaluations qui partent de faits et de chiffres et de statistiques qui fondent un peu l'analyse objective par rapport à ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et par rapport aux campagnes, revenir même de loin de cette histoire, sur cette histoire de l'équipe nationale du Sénégal, non? Oui, je crois qu'il y a le rappel historique est toujours important parce qu'on ne s'adosse pas au passé, mais on en fait un éclairage sur le présent. Oui, on ne s'adosse pas au passé, mais on en fait un éclairage. On en fait un éclairage tout court, on ne s'adosse pas au passé, c'est clair. Donc le rappel historique est toujours important. À part cette presse, ce rôle de la presse pour ce sport sénégalais, il y a également la tête dirigeante du football qui joue un rôle importantissime. Souvent, on dit que même les Lions de 2002 n'ont pas eu la fédération qu'ils méritaient. Les Lions de 2002, je pense qu'ils doivent plutôt leur succès à cette fédération. Moi, c'est mon avis, hein. Ça ne n'engage que moi. Et moi, j'ai l'impression que les Lions, s'ils n'avaient pas eu cette instance dirigeante, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Certainement pas. Parce que quelqu'un comme El Hadj Malick Sy, ce n'est pas, je ne personnalise pas les choses, mais je sais que c'est un homme qui avait une capacité managériale extrêmement intéressante, qui avait une vision du football, qui avait également qui a une approche organisationnelle extrêmement pointilleuse du football. Et voilà autant de choses qui ont amené un peu ces Lions à se maîtriser, à ne pas se gonfler la tête très souvent et à faire le travail qu'on leur a demandé de faire. Maintenant, comment expliquer alors qu'il n'y a pas eu continuité 2002 et puis paf? Ah ben il n'y a pas eu de continuité parce que d'abord c'est pas la même équipe dirigeante au plan administratif, c'est pas la même équipe dirigeante au plan technique. Bruno Metsu, paix à son âme, est parti, Guy Stéphane est arrivé. Et ensuite, El Hadj Malick Sy également n'était plus là. Et ensuite, je crois qu'il y a également, même du point de vue marketing également, c'est-à-dire qu'il n'était plus là. Donc il y a eu une cassure, On n'a pas su assurer cette continuité. Pas que, bien sûr, ce qui était là... L'héritage, finalement, c'est quoi? L'héritage, finalement, c'était tout simplement... Pas de stade, pas d'infrastructure, une réputation, une renommée, pour dire que, bon, voilà, on a été en quart de finale de Coupe du Monde, on a été... Ça ne suffit pas, quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. Même la Côte d'Ivoire, qui n'a pas franchi les phases de poule, a pu construire des stades. Oui, mais la Côte d'Ivoire a pu construire des stades. Non seulement aujourd'hui, nous n'avons que Léopold Senghor. Pourtant, nous sommes quart de finalistes du mondial. Mais écoutez, même Léopold Senghor, ce n'est pas ce stade flamboyant non, mais ce n'est pas, ça fait pas partie des stades modernes d'Afrique. Donc, résultat, mi-figue, mi-raisin pour Malick Sy et son équipe. Vous parlez de stade, moi je vous dis certainement que vous allez dans certains villages. Vous savez, 2002, pour restituer 2002, sportivement parlant, on aurait pu inonder le Sénégal de ballons, au moins. Au moins,
dans les villages les plus reculés après 2002 qu'on y trouve un ballon de football. C'est la tache noire de cette époque. Ah ben voilà. Okay. Donc moi je suis désolé, mais bon, voilà. Et leurs héritiers aujourd'hui, les Senghor? Les héritiers, je crois, sont en train de, voilà, de faire leur mutation, de faire leur chemin comme ils l'entendent, comme ils perçoivent, et selon le contexte dans lequel ils sont. Les choses évoluent. Il y a 2002, c'était il y a 12 ans. Les choses ne sont plus à ce niveau-là. Une autre génération est arrivée. Elle sait que ses devanciers, ces joueurs-là savent que leurs devanciers ont fait quelque chose dont on parle toujours. Il faut faire plus. Comment faire oublier? Ah ben oui, il faut bien. Parce qu'il faut quand même... c'est ça le sport, hein? Voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut oublier. Bon, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a, bon, pour ne pas finalement rester figé. Le sport, c'est dynamique, c'est vivant, il ne faut pas rester figé. Aujourd'hui, il y a de l'espoir après cette qualification acquise en terre maghrébine, mais quand même jusque-là. L'équipe fédérale dirigée par Augustin Senghor, oui. Ce n'est qu'une succession d'échecs, hein? Une succession d'échecs, non, parce que lorsque vous qualifiez, c'est quand même un premier objectif d'atteindre. C'est-à-dire que vous avez... Je pense que la gestion de ces éliminatoires a été bien maîtrisée. Bien maîtrisée, je m'explique un peu. Oui, mais c'est assez récent, de 2012 à 2015. Oui, de 2012 à 2015, mais en tout temps, en 2006, on a quand même été, en 2012, on a quand même été. Depuis 2006, le Sénégal Football n'a pas franchi la phase de poule. Je suis d'accord avec moi, mais oui, ça c'est ça. Depuis 2006. Depuis 2006, oui, c'est... Depuis en Égypte... C'est grave quand même. C'est grave, mais... C'est grave, oui, mais je crois que c'était tout à fait logique. C'est tout à fait logique en fonction du travail qui a été fait. Lorsque vous travaillez pour avoir une qualification en demi-finale, vous l'avez. Lorsque vous travaillez pour rester dans le genre de premier tour, vous y restez. Je pense que c'est tout à fait logique. D'accord. Mais c'est quand même, la marge de progression n'est pas grande quand même. 2002, ensuite 2006, demi-finale, et puis voilà, on disparaît comme ça. L'équipe fédérale, oui. La presse avant, oui. Mais parmi les obstacles qui entravent le chemin à ces lions, oui. Il y a également nos tares en tant que Sénégalais, non? Nous avons nos tares que nous traînons partout. Comme une concurrence oui. Très peu saine, souvent. Très peu saine, c'est vrai. Parfois aussi, bon, il y a ça, il y a que, bon, il y a des problèmes d'ego parfois. Surdimensionné par rapport à des problèmes qui n'en valent pas la peine du tout. Il y a donc la rigueur du point de vue comportemental que l'on n'a pas souvent et tout ça. Ce qui fait qu'on parle rarement de terrain. On parle rarement de terrain. On parle plus des à côté. On parle des à côté. C'est pourquoi je parle d'ego souvent et des problèmes de détails sur lesquels on s'attend parfois. Il y a des problèmes d'organisation même par rapport au professionnalisme. Il faut bien qu'on s'organise. Dans le peuple, il faut bien qu'on s'organise. Le discours que l'on tient souvent, on reste figé sur des images parfois qui n'en valent pas la peine. On s'occupe parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Ben, je dis, on est sur le foot. Est-ce qu'au Sénégal, on est conscient ouais. Du statut ou du rôle d'une équipe nationale sportive, quelle qu'elle soit, comme on en est conscient par exemple au Brésil? Certainement pas encore. Certainement pas encore parce que on a l'habitude de dire qu'aujourd'hui il y a 3 symboles dans un pays. C'est un hymne, un drapeau et une équipe nationale performante. Généralement, on en est arrivé à ça. Je pense que c'est plutôt, ce n'est pas, c'est l'ensemble des Sénégalais qui sont interpellés sur cette question-là. C'est l'État, c'est la fédération, c'est le public. On va commencer par l'État, par exemple. Donc, je pense que sur ce plan-là, il y a encore des choses à faire. Au niveau des gradins, on voit à travers les supporters, ouais. Oui, fans club de tel et autres, parmi les joueurs, les confréries religieuses ressortent. Oui. Donc, on est soi-même d'abord au niveau individuel avant de penser au groupe. Mais c'est pourquoi je parlais d'égo surdimensionné parfois et de détails. Parce que, vous savez, l'équipe nationale doit symboliser la nation, doit consolider le sentiment d'appartenance à un pays. C'est ça qui est important. Et sur la base de ça, maintenant, ça fait une synergie et une mobilisation sociale qui nous donne une force d'aller de l'avant, qui nous donne une force de nous unir dans nos différences. C'est ça qui est important. Mais lorsque vous voyez plus de 100 banderoles dans le stade,
fans club Pape Chassila, fans club du caméraman, fans club du preneur de son. Là, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Sénégal, c'est le Sénégal. 7 lettres. C'est 7 lettres. Mais c'est tellement important pour nous que ça doit être notre force. On n'a pas besoin de faire montre de sa foi. Non, pas du tout. Non. Qu'on est musulman. Mais non. Si on en arrive là, on en arrive là. Pourquoi c'est permis au Sénégal? Écoutez, c'est une république démocratique, hein, du sport. Les gens viennent avec tous les slogans qu'ils veulent, etc. Mais les dirigeants du football ne peuvent rien faire. Ils doivent pouvoir faire quelque chose, si je crois. Ils doivent pouvoir faire quelque chose. Si la lutte interdit à ce que des lutteurs arrivent dans l'arène avec des portraits de chefs religieux, le football doit en arriver à ça. C'est quand même qui contrôle les stades. Une banderole ou une photo, bon, voilà, ces particularismes-là, je pense que, bon, voilà, on a besoin plutôt. Donc le football a hérité de cette part bien sénégalaise. On est d'abord de Pékin ou de Guédiawaye avant d'être de Dakar du Sénégal. On est d'abord du Saloum avant d'être sénégalais. On est d'abord musulman ou chrétien avant d'être sénégalais. Ouais. La nation vient après. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je pense que la notion de nation doit se traduire autrement. Elle doit passer avant tout. Mais elle doit faire en sorte également qu'on ne s'oublie pas dans sa religion, dans sa foi, dans ses considérations et dans ses convictions. Mais on met toujours en avant la nation. Et en mettant la nation en avant, je pense que ça doit être notre force normalement. Ça doit être notre force. Oui, parmi ces tares bien sénégalaises qui quand même accompagnent malheureusement nos équipes sportives. Vous ne savez pas ce que je veux dire. Vous savez, le sport ne peut pas se mettre à la périphérie de la société. Elle sera toujours le reflet de la société que nous vivons. Et c'est justement à cette tares comme nous sommes. Ben voilà. Et nous serons toujours ce que nous faisons. Nous serons toujours victimes de ce que nous faisons. Et nous sommes finalement ce que nous faisons tous les jours. Voilà, exactement. Et pourquoi donc ce relâchement ces Sénégalais alors? Bon, il faut, je crois que la mondialisation est dans. La mondialisation est dans, les échanges est dans, la communication aujourd'hui qui a atteint un niveau extrêmement important est dans. Je pense qu'on arrivera à s'aligner justement sur ce qui se fait de bien un peu partout. Parce que quand un Ivoirien qui dit que ok, c'est le Sénégal, ils sont techniques, ils sont intelligents, d'accord, ils vont nous créer des problèmes, mais finalement ils vont lâcher, ils sont pas physiques. Ils le disent en rencontrant les équipes sénégalaises. Oui, ils y parviennent. Ils y parviennent, mais de moins en moins maintenant, parce que cette équipe, par exemple, qu'on a, elle est très bien structurée derrière. Elle a un impact physique, elle a une présence athlétique qui aujourd'hui peut rassurer. Ce n'est pas rassurer, ce n'est pas que, bon voilà, tout est ok, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, regardez les Sénégalais sur les balles hautes, si on se permet aujourd'hui, vous l'avez constaté, de jouer avec 3 défenseurs, c'est parce que véritablement on est très bien organisé derrière pour pouvoir faire certaines choses. Oui, c'est solide derrière, c'est vrai. Nous allons revenir sur cette équipe. Mais aujourd'hui, une CAN. Pour gagner une CAN, c'est 6 matchs, hein? 3 matchs de poule, quart de finale, demi-finale. 6 matchs. Comment se préparer psychologiquement pour les 6 matchs? Mais comment se préparer psychologiquement? Je crois que la préparation commence à partir du tirage. Lorsqu'on fait le tirage, on sait qui est-ce qu'on rencontre, quand est-ce qu'on le rencontre, et on doit se dire comment on doit s'y prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, vous avez une typologie qui se dégage. Lorsque vous avez des équipes du Maghreb, et que vous allez vous préparer en Afrique australe, vous êtes passé à côté. Parce que ça n'a rien à voir, c'est pas le même style, c'est pas la même structure de jeu. Donc ça commence par là. Ça vous permet d'abord de cibler votre préparation, de cibler les équipes avec lesquelles vous pouvez jouer pour vous préparer. Ça vous permet de, quand vous savez où est-ce que vous jouez, ça vous permet de voir sur le plan climatique comment faire. Ça vous permet de savoir sur quel type de terrain vous jouez. Donc, à partir de ce moment-là, pour finir la préparation, axer la préparation à partir de ses adversaires potentiels dans le groupe. Et maintenant... tous les Sénégalais peuvent théoriser ça, et dans les faits, c'est jamais le cas. Mais les Sénégalais peuvent donner la même théorie. Bon, écoutez, parce que tout le monde est peut-être au même niveau d'information. Et pourquoi dans les faits, ça se concrétise pas? Ça se concrétise pas parce que préparation égale moyen. Préparation égale moyen. Il faut mettre les moyens pour s'appeler. Le sport a un coût aujourd'hui. Le sport de très haut niveau, il a un coût. Si le Sénégal a pu
aller en Coupe du Monde en 2002, c'est parce qu'il y avait un coup. Si le Sénégal a pu se qualifier en 2014 là, c'est parce qu'il a fallu un coup. Il y a eu un coup pour aller au Botswana, l'Afrique australe. Quand vous prenez un vol commercial, vous n'y allez pas. Ou alors vous allez arriver après l'heure du match. Voilà. Donc il faut un coup. Il faut y mettre ce prix pour pouvoir s'en sortir. Donc bien se préparer pour aborder les 6 matchs. Oui. Et à part la préparation, Oui. avoir les joueurs qu'il faut. Avoir les joueurs physiquement prêts, mentalement armés. Il faut que ce soit comme ça. Parce que la configuration de nos équipes nationales aujourd'hui est telle que tout le monde joue en Europe. C'est des binationaux. Il y a des gens qui n'ont jamais vu l'Afrique. Quand vous balancez en Afrique centrale, je prends pour le cas de l'Afrique, de la Guinée équatoriale, qui découvrent la poussière, qui découvrent la chaleur, qui découvrent l'humidité, qui découvrent les moustiques. Alors, donc, s'il n'est pas mentalement solide, il ne résistera pas. Raison pour laquelle on parle souvent de discours. Le discours est important. Ça, c'est sur le plan psycho-affectif. Il y a des joueurs, par exemple, qui ont du mal à rester dans le même hôtel 3 semaines. Mais ils ne résistent pas. Vous savez, l'équipe de France, quand c'est en Coupe du Monde, il y a une semaine, ils prennent 2-3 jours. Bon, alors les épouses pour venir voir les joueurs ou les compagnes. Ça permet de décompresser un peu. Mais aujourd'hui, dans le monde du football, la méthode française est décriée. Elle est décriée. Mais tout ne donne pas de résultats. Mais tout n'est pas 98. Mais tout n'est pas décrié. Tout n'est pas décrié. Sur le plan purement psychologique, je pense. Mais les Français ne gagnent pas. C'est la réalité. Les Français, ils ne gagnent pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire s'ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas la Coupe du Monde. Ils ont un mondial. Et puis récemment, en 2002, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Mais à part ça, les Français, ils ne gagnent pas. Mais attendez, les Français ont été éliminés en demi-finale par le futur champion. Quart de finale déjà. Mais je te dis, je ne suis pas supporter de la France. Faut commencer. Il ne s'agit pas d'être supporter. Il s'agit simplement de diagnostiquer le système français. Mais on en entend parler avec après Aimé Jacquet. Mais voilà, c'est un système qui a montré ses limites. Qui a montré ses limites un peu partout, sur le plan technique, sur le plan de la résistance physique, sur le plan même si vous voulez, de l'organisation du football. À part Bruno Metsu, il n'y a pas eu d'entraîneur français quand même qui nous a donné de réelles satisfactions. Bon, disons que... Bien, c'est trop ça. Bon, à part Bruno Metsu, quel est l'entraîneur français qui nous a donné de réelles satisfactions? De réelles satisfactions, c'est un peu trop dire. Moi, je ne sais pas, parce que voilà, il y a eu quand même Claude Leroy qui est jusqu'en demi-finale. Claude Leroy, il va en Algérie. Il a une équipe sénégalaise qui a le potentiel qu'il fallait pour battre l'Algérie chez elle. Claude Leroy déclare qu'il attend 92. Son ambition, c'est pas 90. Vous savez, en 92, il est stoppé par le Cameroun en quart de finale. Vous êtes journaliste, vous connaissez ce que c'est que la communication des entraîneurs parfois. On trouve toujours cette belle phrase pour se justifier par rapport à quelque chose. Mais il l'a dit avant le match. Il l'a dit avant le match, parce que tout simplement... Il avait peur de perdre. Mais il avait peur de perdre. Est-ce qu'il a perdu finalement? Mais est-ce qu'il n'avait pas beaucoup plus envie de prolonger son contrat, lui, que de perdre? Peut-être ça aussi. Quand il dit, bon... Kasper Zak qui lâche l'équipe en pleine compétition. Bon, Guy Stéphane est passé. Il y a une équipe africaine encore, hein? Oui, qui a même un voisin. Comment expliquer ça? Ben, écoutez, vous savez, parce que tout simplement, le football africain, je crois, n'a pas su jusqu'à présent valoriser l'expertise nationale. Que l'on soit sénégalais, malien, on reste accroché un peu à l'expertise. Mais c'est quand même, et Zawi, François Zawi, il s'appelle, l'Ivoirien. Ah oui, François Zawi. Ce sont des exemples quand même. Mais même avant lui, celui qui est venu prendre ici, Yao Martial, il est venu prendre la Coupe d'Afrique des Nations ici. En 92, avec la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, c'est Yao Martial. Et en basketball, le basket n'est pas moins technique que le football. On a de bons techniciens en basket qui pilotent l'équipe nationale de basketball pour le Sénégal et qui gagnent des trophées. En football, c'est pas possible. En football, c'est pas possible. Vous savez, le football est un peu particulier. Il y a une tyrannie du football sur les autres disciplines. C'est terrible. Cette confiance aveugle aux Français là, qu'est-ce qu'il explique? C'est quoi? Non, je crois qu'il faut aller plus loin que ça, parce que c'est-à-dire que c'est comment dirais-je encore, comment dire, c'est l'acquisition des entraîneurs qui a changé un peu de cap. Vous savez,
on est passé des contrats, on est passé de la coopération au contrat. La coopération, elle était allemande. Les contrats sont français. À chaque fois qu'il y a un petit problème, les nationaux n'ont servi qu'à faire des... On nous a proposé Fink, Fink qui dirige aujourd'hui l'équipe camerounaise. Oui, à un prix véritablement plus qu'abordable pour le Sénégal. Ils sont toujours abordables parce que là, c'est la coopération. Le Sénégal n'en a pas voulu. Non. Ben non. Là, il a des résultats. Il a des résultats. Il a fait une bonne... Il a fait des éliminatoires qui sont bonnes. Même si maintenant, bon, voilà, moi, ce que je peux lui reprocher, si j'ai des reproches à lui faire, c'est la tenue du groupe. Non, il y avait que Samuel Eto'o qui lui posait. Ah ben non, il n'y avait pas que Samuel Eto'o, il y avait il y avait Assou Ekoto. Ils sont tous partis. Voilà, il y avait également le jeune Song, il y a pas non. Sur ce plan, autant l'équipe est déterminée, elle joue bien, elle se défend très bien sur le terrain, autant du point de vue... C'était une cuisine interne qui était là... C'est sous la responsabilité et l'autorité de l'entraîneur, c'est quand même le patron des vestiaires. S'il y a des choses, c'est pas dans les vestiaires. Ce n'est plus le ministre des Sports, ce n'est plus le président de la fédération, mais c'est l'autorité de l'entraîneur. Mais nous parlons de Cameroun quand même. Au Cameroun, c'est comme au Sénégal, hein? On mélange tout. Hein? Bien sûr, bien sûr. Okay. La suite, après la publicité. Jabantu bu rëy am na ci Sénégal ak li ko wër. Rendi Peñ 2014 Rendi Peñ dikk na Rendi Peñ. Presse, union, petit tête yu baax laa bëgg ngeen defaral. Rendi Peñ 2014 bi yow nii lay doon. Air Universal Los Angeles Dakar xarañ lool ci traitement de cheveux ak seen gamme rapide 100 ñoo leen indil Reine du Peigne 2014 waaw kan mooy nar a doon Reine du Peigne ak naka la jongante bu rëy ci wàllu coiffure Dakar ak li ko wër coiffeuse yëpp woo nañu leen boo ci bëggee bokk da ngay bind gaaw Peigne PEIGNE yónnee ko ci 28 9 10 su ko gañee am 1 million deuxième ba am 500 000 ña ca topp yëpp am ay cadeau def leen ko nu mu gën a gaawee ndax dañuy tànn ñuy bokk ci Reine du Peigne 2014. waaye nu ngeen di xaar du ngeen gaaw. Reine du Peigne dëkk na Reine du Peigne 2014. Merci de retour sur ce plateau de Toute la Vérité avec Abdoulaye Dabo. Nous avons parlé de ce Sénégal football et de ce qu'il faut en Afrique pour gagner une CAN. Oui, mais rapidement, la génération de Bokandé qui n'a pas pu gagner, celle de El Hadji Diouf également qui a échoué, comment l'expliquer en une minute? Bah, écoutez, la génération de Bokandé qui n'a pas gagné, c'est dommage, c'était une très belle génération. Ensuite, elle s'est heurtée, je crois, à un problème d'environnement à l'époque, cette génération-là. Elle aurait pu gagner si elle avait bénéficié d'un environnement. La génération de El Hadji Diouf, elle aussi, a été très proche de gagner, elle n'a pas pu le faire. Je pense tout simplement que là, c'est le discours qui a fait défaut. C'est le discours qui a fait défaut. Je pense qu'on aurait pu la motiver autrement. On aurait pu être exigeant vis-à-vis de cette génération autrement. Si on avait poussé la rigueur jusqu'à vouloir leur imposer des résultats, peut-être que cette génération aurait pu faire quelque chose. C'est possible cette fois-ci pour le Sénégal de ne pas subir le passé, mais de l'utiliser pour éclairer ce présent. Oui, c'est ça qu'il faut d'ailleurs, hein, parce que bon, je sais que vous faites allusion à la pire des CAN que nous avons connue à Bata en 2012, pour pouvoir rebondir sur en terre équato-guinéenne. Bon, je pense que c'est possible de se servir de ce qui s'est passé de mauvais pour positiver en fait finalement ce souvenir que nous avons et qui n'est pas bon du tout. Oui, un Sénégal gagné par une Libye en guerre, un Sénégal battu par une Guinée équatoriale qui venait de découvrir ce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça fait très mal. Un Sénégal gagné par la Zambie. Oui, dès les 20 premières minutes, la Zambie avait fini de plier le match.
Et c'était véritablement... Ça fait très mal. Oui. Ça fait très très mal. Bon, j'étais là, ça fait très très mal. Ça fait d'autant plus mal que ça transcende nettement avec les éliminatoires. Le Sénégal a survolé le groupe, a fait des résultats extraordinaires. Et voilà. Et arrivé sur place, on n'a rien compris. Aujourd'hui, dans le groupe C, nous avons comme adversaire le Ghana, un grand d'Afrique. Oui, il y a l'Algérie, la meilleure équipe d'Afrique présentement, selon les statistiques, d'après le terrain en tout cas. Oui. Nous avons également en face de nous l'Afrique du Sud qui revient. Oui, le Sénégal qui tente de revenir. Souvent, les poules difficiles nous réussissent pas mal. On peut le croire. Moi, vous savez, heureusement, vous avez dit poules difficiles. Parce que d'abord, moi, je pense qu'il faut s'accorder sur la difficulté du groupe. Il faut d'abord, parce que moi, j'ai jamais voulu que, mais vous savez, non. Et il est difficile ce groupe. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Seulement, reconnaître la difficulté du groupe ne veut pas dire éliminer le Sénégal, absolument. Mais ça a le droit de dire aujourd'hui que le Sénégal n'a pas les moyens de passer. Franchement, voilà. Parce qu'il faut d'abord du respect au statut de ceux avec lesquels nous partageons le groupe. Vous l'avez dit, tous ont été champions d'Afrique, sauf nous. Parmi les trois, 2 viennent de la Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose. On se base sur des faits pour réaliser ça, pour faire des analyses. Le Sénégal peut sortir maintenant. Maintenant, pour l'instant qu'on s'accorde pour dire que le groupe est difficile, maintenant on peut évaluer les chances du Sénégal de sortir du groupe. C'est possible. C'est possible. Moi, j'aurais beaucoup plus craint l'Algérie. Je vais vous dire. J'aurais beaucoup plus craint l'Algérie. En match d'ouverture? Non, si c'était au Maroc. Parce que serait dans son environnement naturel. Même climat, même... Vraiment, ce serait vraiment comme à la maison. Le Ghana, c'est quand même la nouveauté d'un entraîneur qui n'est pas celui qui était là. Donc, les choses vont changer. Donc, il faut jouer sur ça. L'entraîneur ne connaît pas... Voilà, et moi, je constate une chose, c'est d'abord qu'il faudrait que le moral, sur le plan mental, il faut être costaud. Et cette équipe-là, ce qui est sûr, c'est que ce Ghana n'a pas les moyens de gagner la CAN. Bon, ce Ghana est assez perturbé. Voilà. Mais maintenant, est-ce que le Sénégal peut profiter de cette situation? Moi, je ne veux pas. Ça, c'est après la cuisine interne du Ghana. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours de reconstruction d'équipe jeune, il faut quand même le relativiser un peu. Parce que j'entends, non, il faut arrêter ça. Nous sommes dans une CAN, jouons une CAN pleinement. Et comme ça se doit. Dans cette équipe, il y a des batatistes, ce que j'appelle les batatistes qui étaient à bataille à 2 ans. Dans cette équipe, il y a des quarts de finalistes des Jeux Olympiques. Donc c'est un vécu, c'est des gens qui sont dans les championnats professionnels. Il faut arrêter ce discours là, on néglige ça à la grandeur. Non, elle va jouer une CAN, qu'elle joue cette CAN pleinement. Voilà. Donc les chances de sortie sont intactes, elles sont réelles. Maintenant, comment se les approprier? Comment en arriver à se transcender, à se sublimer jusqu'à cette équipe-là, fasse la plus haute performance. Parce que pour aller vraiment vers le sommet d'une Coupe d'Afrique, il faut sortir des grandes équipes. Oui, si je vous dis Sénégal-Ghana, 60% de chance pour le Sénégal, 40% pour le Ghana. Oui, je suis d'accord. Oui. Afrique du Sud, Sénégal, Afrique du Sud, 50-50. Non, même pas 50. Moi, je donne 70 au Sénégal parce que l'Afrique du Sud n'a jamais battu le Sénégal en match officiel. Oui. Ok. Algérie, Sénégal, c'est le dernier match. 70 pour l'Algérie. Si j'ai 60 contre le Ghana, j'ai 70 contre l'Afrique du Sud, mais j'ai deux victoires. Pour le Sénégal, il faut gagner les 2 points. C'est tout. Et puis ils ont les moyens de jouer libéré face à l'Algérie. Mais je vais vous dire une chose. Quand on dit Algérie-Sénégal, vous croyez que la pression du côté du Sénégal? Mais nous, on est du côté de l'Algérie. Parce que c'est à l'Algérie de démarrer son statut. Voilà, de marrer son statut et de confirmer sa réputation. Voilà. Ghana, pareil. Afrique du Sud, peut-être moins, mais Ghana, pareil. Le Sénégal est souvent bon quand il n'est pas favori. Bon, vous savez, ça, c'est... Si vous voulez, voilà. Je vous le concept. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas tellement. Moi, je reste dans une logique tellement... Oui, mais cette CAN, l'Algérie reste l'équipe favorite quand même. Oui, non. Du point de vue des statistiques, du statut actuel, l'Algérie est une très grande équipe. Ce serait une performance que de gagner l'Algérie. Grosse performance. Pour toute équipe. Pour toutes les équipes, ce n'est pas valable que pour le Sénégal, c'est pour l'ensemble des... Mais c'est plus que faisable face au Ghana et à l'Afrique du Sud. Oui, parce qu'il y a les groupes. Il y a vraiment de la place là. Oui, il y a les groupes, il y a les tireurs dans le groupe.
Il y a le groupe, il y a le programme. Nous, c'est vrai que le tirage ne nous a pas tellement favorisé, mais le programme du groupe nous a quand même un peu favorisé. Oui. Voilà. Nous avons d'abord le Ghana, ensuite l'Afrique du Sud. Ben voilà. Oui, voilà. Donc, voilà. Il aurait été difficile, par exemple, compte tenu de la réputation de ce qu'on sait l'Algérie, que cette équipe algérienne que nous ouvrons le bal avec. Encore que bon, l'Algérie, vous savez, on peut arriver, une canne, elle se prépare de façon formidable, vous avez tous les statuts, mais sur le terrain, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Oui, là, l'entraîneur semble avoir trouvé son chemin, son style de jeu. Oui. En tout cas, 2 matchs durant, ou 3. Oui. Le match aller contre la Tunisie et le match retour, de même que le dernier match face à l'Égypte, il a semblé véritablement trouver l'équipe qu'il lui fallait. Et le système. Bon, il a semblé, je ne sais pas, je sais pas, parce que une équipe, bon, c'est vrai qu'il faut des années pour la bâtir. Mais lorsque vous avez un programme bien établi d'éliminatoire ou de compétition, où vous avez... Ce que moi je souhaite vraiment qu'il y ait une stabilité dans le groupe. Il y ait une stabilité, que nous ayons une identité de jeu. Une équipe, c'est une personnalité tactique. Justement, c'est ce qu'on a décelé quelque peu durant ces 3 matchs. Ah oui, c'est ce qu'on a semblé déceler, parce que bon, voilà... Avec l'arrivée ou l'intégration de Pape Kouli Diop, ça a changé beaucoup de choses, non? L'arrivée tardive, oui. Oui. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Oui, beaucoup l'ont réclamé. Oui. Ça a tardé. Mais pourquoi? Il paraît que l'équipe fédérale a tapé du poing sur la table. Mais pourquoi attendre que les joueurs puissent... Lorsque vous convoquez un joueur, c'est parce que vous avez confiance en lui. Vous dites qu'il a les aptitudes pour faire ça. Mais il ne faut pas que ce soit, que l'on tape du poing sur la table. Et qui me disait, il n'a jamais raté un match. Il n'a jamais raté un match. À chaque fois qu'il est là, il fait un bon match, bon sur les balles arrêtées, avec un apport très important dans le cours du jeu. Donc moi je ne voyais pas pourquoi, il était scotché sur le banc. Je sais pas. Peut-être le retour de Ari Séré, s'il se rétablit au niveau de sa santé, Ari Séré reste quand même un joueur clé dans cette équipe. Ce serait un bon renfort. Voilà, très bon renfort. Vraiment un bon excentré gauche, ça nous ferait beaucoup de plaisir dans cette équipe. Et peut-être son problème aujourd'hui, c'est au niveau de l'attaque avec le cas d'Embaba. Lui, il ne s'entend pas trop avec le joueur. Il n'arrive pas à le canaliser, à le gérer. Bon, mais s'il n'arrive pas à le gérer, d'abord, il est payé pour faire des résultats. Il est payé pour construire une équipe, mais il est payé également pour gérer des joueurs. Parce qu'avoir une équipe sur place, c'est aussi la gestion des têtes fortes d'une équipe. Sur le plan purement sportif, il n'y a pas d'avant-centre qui est au-dessus de Dembaba, d'avant-centre sénégalais aujourd'hui qui est au-dessus de Dembaba. Pas dans cette équipe, non. Non. Donc ce serait quand même illogique de ne pas faire partie des 23 joueurs. Ah non, mais ça c'est... Bon, Dembaba. Moi, je ne pense pas du tout qu'il ne fasse pas partie des 23. Il n'est pas dans cette logique, le coach. Mais je ne sais pas s'il est dans cette logique ou pas, mais s'il ne le fait pas, il serait passé à côté. C'est clair, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas avoir un attaquant de la trempe de Dembaba et s'en passer. Alors qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques. S'en passer, c'est passer à côté d'un choix pertinent. Ça, je pense... Mais non, j'imagine pas. C'est français, c'est le système français. Sur le système français, il préfère avoir... je ne parlerai pas... les joueurs évoluent en France. Non, il préfère avoir la mainmise sur le groupe, maîtriser carrément leurs joueurs. Mais c'est son rôle. Comme le devoir face à ses mais un entraîneur, c'est aussi... il faut pouvoir gérer les fortes têtes. Vous savez, les entraîneurs... D'ailleurs, entraîneurs sélectionneurs, c'est le terme est toujours en Afrique. Alors en Angleterre, on parlera toujours de manager général. C'est terminé cette histoire-là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez gérer les hommes, quelle que soit leur humeur, quelle que soit leur force de caractère. Ça, il faut un entraîneur, c'est aussi ça, gérer les fortes personnalités, gérer les humeurs,
tirer le maximum sur le terrain. C'est des hommes, ça peut être leur défaut, leur tard, mais il faut pouvoir les gérer à la veille de match sur un terrain de football et une discipline tactique à imposer. Ça fait partie. Algérie, équipe favorite, Sénégal, outsider. Il faut faire attention au Cameroun aussi. Oui, le Cameroun, New Look arrive avec de vrais compétiteurs. Oui, de très gros compétiteurs. C'est dommage, maintenant, bon, le Nigeria le titre est parti. Le Burkina est très constant aussi. Il faut compter avec, c'est un pays. Bon, voilà, le Gabon, pas mal émergent aussi comme football. Ouais. Donc ça, c'est des... La Côte d'Ivoire aura mal à partir avec la Guinée, le Mali. Non, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe que nous avons suivie, admirée, et qui nous a fait plaisir. Parlons également de la poule D. La Côte d'Ivoire qui est entourée par quoi? La Guinée. Il y a la Guinée, il y a le Cameroun. Et la Mali. Oui, la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas facile. Non, ce ne sera pas facile. Ce que je sais que cette équipe de Côte d'Ivoire que nous avons admirée pendant une décennie, aujourd'hui, je pense sincèrement que le problème, si la Côte d'Ivoire doit avoir un problème, c'est la gestion des matchs rapprochés. La Côte d'Ivoire peut être encore très performante. Lorsqu'elle est sur des éliminatoires avec un mois de différence, c'est bon. Mais cette Côte d'Ivoire, un peu traînard, un peu vieillissante, là, si vous devez l'avoir sur 3 matchs à moins d'une semaine, en 10 jours, c'est là où j'ai des problèmes avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on l'a laissé se bonifier, se régénérer, revenir, elle a fait des prouesses quand elle est revenue un peu après la sanglante raclée que la Côte d'Ivoire a pu prendre au Cameroun. Elle est quand même revenue. Mais c'est un groupe, maintenant, je suis d'accord avec vous, le groupe est très difficile. Il est très difficile. Parce qu'il y a règlement de compte entre Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, mais aussi nous aimerions vraiment, Guinée-Mali aussi, c'est un truc ouest-africain. Des derbys. Oui, peut-être également surveiller le Cap-Vert. Le Cap-Vert, oui, ça va être peut-être la confirmation de ce qu'ils ont montré. Malheureusement, c'est une équipe qu'on avait mis au même pied d'égalité que l'Éthiopie, qui n'est pas arrivée. Mais bon, c'était quand même deux équipes qui étaient très présentes dans le jeu. Ils avaient un jeu peut-être tourné vers quelque chose de spectaculaire. C'était pas encore du solide. Bon, l'Éthiopie n'est pas arrivée. Le Cap-Vert qui continue sa marche. Il faut beaucoup faire attention. La CAN maintenant, c'est une autre réalité. Mais bon, on va faire avec quand même. Et bon, c'est un plus pour l'Afrique de l'Ouest qui est toujours en force dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, on en parle ici au Sénégal, ça reste une fête en Afrique, non? Oui, c'est quand même une fête. La CAN, c'est économiquement, l'attitude du Maroc montre que la CAN ne pèse pas lourd. Hein? Mais je crois qu'elle pèse lourd. Nos amis marocains ont été très futés. Aujourd'hui, on ne peut pas leur reprocher d'avoir dit non. Parce qu'ils ont plus ou moins demandé un report. On ne peut pas leur reprocher également de n'avoir pas épuisé justement tout le processus qu'ils avaient dessiné pour une éventuelle délocalisation de la CAN. C'est vrai que, bon, à côté de ça maintenant, il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y avait des équipes africaines qui étaient là. Bon, ils vont s'exposer à des amendes. C'est dommage, hein, parce que, vous savez, les Marocains nous ont habitués à des organisations très bonnes. Vraiment, sur le plan organisationnel, le Maroc est un exemple en Afrique. Elle a eu à sauver la CAN de 88 choix. C'était la Zambie. À la dernière minute, c'est le Maroc qui a sauvé la situation. Et elle avait fait une excellente CAN. Une excellente organisation. Bon, c'est vrai, Hassan II semble être beaucoup plus panafricaniste. Je ne sais pas si son problème ça fait signe que bon, voilà, c'est toujours la même chose, ça n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, c'est dommage, moi j'aurais souhaité que, bon, je ne suis pas contre la Guinée équatoriale, hein, mais j'aurais souhaité que le Maroc organise parce que le Maroc nous a habitués à une CAN. Maintenant, la Guinée équatoriale, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une CAN populaire, spectaculaire, etc. Certainement pas. Mais bon, voilà, mais c'est quand même bien que... Quand même, on attend du spectacle, hein? Ah oui, on attend, sur le terrain, on attend. Surtout avec les poules C et D. Oui, C et D, vraiment. Et puis, bon, la dose de popularité qu'il va y avoir lorsque la Guinée équatoriale va jouer, parce qu'on a été témoin de ça à Bata, lorsqu'il y avait le Zalang national, mais c'était des soirées de folie. C'est vraiment la CAN, c'est une fête africaine. Je crois que l'Afrique a besoin de ça, n'est-ce pas, pour se jauger. L'Afrique a besoin de ça,
D'autres intellos africains, économistes, trouvent que la CAN, oui, c'est un opium. Nous n'en avons pas besoin en réalité. Nous avons d'autres priorités. L'Afrique, c'est la faim. L'Afrique, c'est le fièvre Ebola. L'Afrique, c'est le sida. Donc pourquoi des stades, pourquoi du football? Ça, c'est pour nous endormir simplement. Mais vous savez, ça, c'est ceux qui ont encore cette perception un peu lointaine du football, du sport d'une manière générale. Je crois que le football aujourd'hui est sorti de l'univers du jeu simple. Je pense qu'il faut le voir comme une entreprise économique. Il faut voir le football aujourd'hui comme une réalité sociale. Voilà, un phénomène social d'état moderne. Vous savez, c'est de l'argent que ça draine. C'est vous, les télévisions, qui en faites un gisement à la limite. La RTS. Non, les télévisions, je veux dire, vous êtes journaliste de télévision, c'est oui, justement, la RTS. Pourquoi la RTS n'arrive pas à être la télé qui diffuse cette CAN en Afrique? LC2 n'a pas plus de moyens que la RTS. Aujourd'hui, la RTS est pourvue à un plateau technique très relevé. Oui, mais par rapport au marché, carrément. Oui, au marché, bon, ça n'arrive pas tout d'un coup, ça c'est... Le Sénégal achète les matchs à coût de... Oui, c'est très cher. 800 millions, voire 1 milliard. Mais c'est très cher, c'est très cher. J'avoue que c'est très, très, très cher. Il faut ne pas compétir. Mais il faut cartéliser ça, justement. Il faut que ce soit un cartel, justement. Il faut que les télévisions africaines... Il y en a qui disent que la RTS n'est pas consciente de son véritable poids. Bon, mais si, quand même. Hein. Si, quand même, il y a un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer. Et ce rôle-là, compte le jouer. C'est clair que maintenant... C'est pas un four de guerre, quand même. Oui, mais bon, moi, je veux pas tellement m'en prendre dans des confrères. Mais je veux dire quand même que, bon, la RTS va s'organiser dans ce sens-là. La RTS a de grandes ambitions par rapport à l'Afrique, par rapport au sport, pour jouer. Elle semble s'être limitée à acheter ces matchs simplement. Elle va dépasser justement ça dans les prochaines années, je l'espère. Et à montrer ses biceps aux télé privées ici. Non, mais nous partageons le même public. Nous faisons le même boulot, nous partageons le même public. Donc, elle ne peut pas, l'artiste ne peut pas montrer ses biceps par rapport à ça, parce que moi j'ai toujours dit que ce qui nous unit est 1000 fois plus important que ce qui semble nous diviser. Or, on n'est pas divisé du tout. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous notre public. Il y a de la place pour tout le monde du point de vue programme, il y a de la place pour tout le monde du point de vue publicité. Bon, mais il y a de la place pour tout le monde parce que chacun a sa ligne éditoriale, chacun sait où il va, chacun sait ce qu'il fait. Donc, voilà. Concurrence de façon négative, non. Positive, oui, parce que bon, aujourd'hui, voilà, chacun veut faire mieux. Personne ne dort sur ses lauriers, chacun veut dire, ah tiens, mais écoute, pour peu que je traîne la patte, je suis un peu en rate. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Et notre corporation ne peut que s'en réjouir, parce que bon, moi, je me rappelle à notre époque, bon, ben voilà, il y avait RTS Soleil, APS, lorsque vous sortez, voilà, du CESTI ou d'une autre école de formation, bah, c'était ou c'est 3 ou c'est rien. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre carrière sans passer par le public. Trouver du bon boulot, vraiment, où vous épanouissez au plan professionnel, au plan financier, dans le privé. Donc, je pense que autant il y aura de chaînes, autant ce sera bien. Seulement, cherchons tous à faire de la qualité, et puis en ce moment-là... La qualité s'impose aujourd'hui, oui, parce qu'il y a la concurrence, justement. Oui. C'est la qualité qui va faire la différence. C'est la qualité. La bataille, c'est celle du contenu aujourd'hui. Non seulement la concurrence, mais aujourd'hui, il y a le numérique qui est là. Mais vous êtes dans votre salon, vous pouvez faire votre télévision. Oui, mais l'assainissement quand même du milieu, une télévision privée qui fait de la publicité au-delà de 20 heures, c'est toujours des clients. Oui, les interpellations reviennent. Peut-être que ce n'est pas le cas d'en parler. Ou peut-être non, mais quand même, c'est un problème pour le Sénégal. C'est un problème. Il faut juste le réguler. Je crois que, par exemple, si vous prenez le cas de la France qui a réglé le problème, lorsque le service public est financé, en financement du service public d'audiovisuel, lorsque la redevance est sur place, la question ne se pose plus. La question ne se pose plus. On libère le marché publicitaire en ce moment-là aux télé privées. Bon, peut-être que la chaîne publique fera de la publicité, mais peut-être au-delà de 22h, au-delà de 23h, en libérant des espaces dans le prime time, 19h30, 20h30, aux chaînes privées. Parce que nous, notre rôle, c'est pas de faire des bénéfices encore une fois. Ce n'est pas de faire des bénéfices. Et c'est ce que vous faites, présentement. Non, on ne fait pas de Parlons de politique et de football. La CAN, toujours politisée en Afrique, surtout au Sénégal. Ah, mais écoutez, c'est un peu partout en Afrique. D'abord, on ne peut pas dissocier, je vous ai dit tantôt que le sport ne peut pas se mettre dans la périphérie de la vie. C'est pas possible. C'est un
phénomène des temps modernes, il faut l'analyser sous tous les aspects. Aujourd'hui, le sport a une fonction économique, il a une fonction politique, il a une fonction sociale. Et elle se juridise en même temps de par son organisation institutionnelle. Donc, vouloir dire, ouais, c'est un sanctuaire à part, non. C'est un événement sportif de portée politique extraordinaire. On a vu Mokhtar Ba, il était même presque aux extases quand le Sénégal a gagné son ticket en terre égyptienne. Mais le ministre... il s'est laissé aller. Hein? Les ministres des sports en Afrique, on les appelle les ministres du football. Parce que, bon, je sais que c'est très difficile de maintenir l'équilibre. Mais parce que je veux dire, les États en Afrique, nos fédérations ne sont pas fortes, elles ne sont pas autonomes. Les États sont les principaux bailleurs de fonds. Lorsque, aujourd'hui, à un an, je vais vous donner un exemple, à 3 mois, 4 mois, 5 mois d'une élection présidentielle, on vous dit les droits coûtent 800 millions, vous allez dire que je n'ose pas donner les droits. Eh bien, vous allez trouver le moyen de donner les droits, parce que sinon, votre élection est perdue. Donc, il peut même y avoir des émeutes. Il y en a qui disent que l'opposition en 2012 avait saboté quelque peu l'équipe nationale de football, parce que le Sénégal football qui allait gagner la CAN de 2012, ça allait être quelque chose de bénéfique pour le régime d'Abdoulaye Wade. Non, mais attendez, l'opposition ne joue pas quand même. L'opposition d'alors n'était pas sur le terrain. Il pas de jouer pour pouvoir jouer. Comment ça? Il n'y a pas un opposant entraîneur, il n'y a pas un opposant président. Pas nécessaire de jouer forcément pour contribuer positivement ou négativement dans le succès. Mais dis-moi comment ils vont contribuer. Vous parlez de quoi, c'est ça? Non, ça c'est... En tout cas, c'est sauvé. Ça c'est surnaturel. Bon, voilà, ça c'est... Ouais, je savais qu'il n'allait pas répondre. Non, vous savez. Aujourd'hui, l'équipe actuelle qui gagne une CAN, ce serait quand même également une bonne chose pour le régime de Macky Sall. Pour les Sénégalais d'abord, ensuite pour le régime. Pour l'ensemble des Sénégalais. Pour les Sénégalais, on est d'accord. Là, nous parlons de politique et de football. Bah, écoutez, oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Bah, écoutez, si les élections se passent en 2017, ce que je crois également, hein, c'est ça, non? Bah, écoutez, avoir une CAN 2 ans avant, c'est bien. Ça ferait partie du bilan. Mais ça ferait partie du bilan, et puis voilà, pendant la campagne, vous pouvez traîner la Coupe d'Afrique un peu partout. Et puis recevoir l'équipe. Ah, ben oui, voilà. Voilà, ça ferait même quelques bains de foule. On peut même porter le maillot du champion d'Afrique pour faire la campagne en ce moment. Effectivement. Oui, mais bon, donc politique, football en Afrique, oui, ça a toujours... C'est lié. Ça s'imbrique. Ça, on n'y peut absolument rien. Mais c'est un peu partout pareil aussi. C'est comme ça, c'est le football qui est comme ça aujourd'hui. Il s'est tellement impliqué dans la vie des sociétés que, bon, on ne peut plus le dissocier, l'enlever d'ici, de maintenant. Non. Je pense que c'est une canne, chacun en a besoin. Vous croyez que la Guinée équatoriale n'a pas pensé un peu aux politiques en organisant? Si, je crois que c'est. Oui, c'est une vitrine. Voilà, c'est une vitrine. Pour ce pays. Voilà. Donc, l'équipe nationale de football va partir à la CAN sans un joueur local, probablement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, le football sénégalais reste ce qu'il a toujours été. L'équipe nationale, l'arbre qui cache le reste. Peut-être bien. Bon, ça, c'est le constat qu'on peut faire après avoir vu un peu la configuration de l'équipe. Mais moi, vous savez, j'ai toujours refusé de tomber dans ce débat de football local. Parce que moi, je dis, le Sénégal, l'entraîneur, la fédération ou le ministère, nous avons le droit et le devoir de présenter la meilleure équipe sénégalaise du moment pendant la CAN. Oui, mais la question nationale, il joue ici. Nous sommes inexistants en Afrique par rapport à notre football local. On voit mal Guédiawaye Football Club ou ASC Pikine aller jouer les premiers rôles en Ligue des Champions en Afrique. Oui, mais si des pas sont faits, c'est bien. Vous savez, il faut que notre football s'ouvre. Nous avons un championnat professionnel. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler. Nous avons un championnat professionnel quand même, qui mérite une bonne analyse. N'est-ce pas? Ça fait 4 ans qu'on joue maintenant. Et franchement, il y a de bons matchs. Il faut que l'on... Peut-être qu'on est allé un peu trop vite. Les cahiers de charges n'ont pas été bien respectés au départ, donc on a traîné un peu du point de vue retard. Il faut que le championnat réponde à 2 principaux critères. L'argument, le critère commercial, le critère sportif, pour qu'ensemble que l'on ait du spectacle. Parce que ce sont ces 2 critères qui jumelés donnent du spectacle. Aujourd'hui, nous avons besoin de spectacle. Les équipes, écoutez... Est-ce que finalement, le problème, ce n'est pas le Nawetan? Est-ce qu'il ne faudrait pas éliminer le Nawetan pour Je ne pense pas que ce soit le Nawetan parce que nous avions eu de grands championnats ici. Le Nawetan existait, peut-être pas avec cette ampleur-là.
Je pense qu'il faut faire plus le pas, non? Oui, il faut faire avec. Mais écoutez, je crois que c'est le football qui s'était désarticulé à un moment donné. Si le Nawetan a eu cette ampleur, si la lutte a eu cette ampleur, c'est parce que le football qui s'est désarticulé. Le Nawetan, un mal pour le football sénégalais? Mais une richesse aussi. Une richesse en termes de mobilisation, en termes de production de jeunes talents. Je pense. Maintenant, parce que le Nawetan produit des jeunes talents. Ben oui. Des talents, je vous dis. Quel pourcentage? Le pourcentage. 0,001%. Certainement. Mais de toute façon, ça permet quand même de jouer un peu partout au Sénégal, dans tous les quartiers. C'est bien. Maintenant, il faut permet de créer les jeunes. Mais il faut que les gens jouent. Il faut que les gens mais c'est pas structuré, il n'y a pas d'objectif. Mais voilà, c'est tout. Donc il faut le structurer. L'État est là, il faut le structurer. C'est pas mieux de l'éliminer? L'éliminer, non, je pense pas. Quand vous l'éliminez, c'est des millions de jeunes que vous éliminez. C'est ça, c'est pas démocratique. Oui, les reverser dans le championnat. Le reverser dans le championnat. Nous avons 3 divisions, non? Mais écoutez, Pape Cheikh, je crois qu'il faut ramener le sport à l'école. C'est la meilleure façon. Oui, justement, le Nawetan, c'était pour les écoliers. Ramener le sport à l'école. Maintenant, ce n'est plus pour les écoliers. Non, ramener le sport à l'école, c'est-à-dire jusqu'au bas âge. C'est-à-dire l'UASU. L'UASU. Il faut qu'il revienne l'UASU. Quand ça reviendra, nous aurons sport performant et vraiment performant. L'UASU. Justement, c'est seulement à ce niveau que j'ai eu une licence en football. Voilà. Merci. Non, le plaisir a été pour moi de participer à ce débat. C'est vrai que j'ai... quand on est... Ici, ça pose problème. Voilà. La place où j'occupe aujourd'hui... c'est vrai que nous également, on s'en rend compte. C'est plus facile de poser les questions par moment. Vraiment. Je ne sais pas, j'ai pas été à l'aise du tout. Non, si. Égal à vous-même, une très bonne émission. Merci beaucoup. À mon goût, en tout cas. Merci. J'espère que vous également, vous avez adoré cette émission. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Merci. À dimanche pour un autre numéro de Toute la Vérité.